La serveuse a été humiliée pour avoir livré la commande en retard, mais un officier de l'armée remarqua un ours en peluche usé accroché au porte-clés de son tablier. C'était le même que sa fille portait chaque jour avant de disparaître il y a 20 ans. Le soleil de midi filtrait à travers les grandes baies vitrées du restaurant Le Lys de France, projetant des reflets dorés sur les nappes blanches immaculées. L'établissement bruissait de cette agitation particulière des heures de pointe, mélange de conversations animées, de tintements de couverts et de pas pressés sur le parquet ciré, au cœur de ce ballet orchestré. Élise Garnier slalomait entre les tables avec l'agilité d'une danseuse, son tablier blanc impeccable contrastant avec ses cheveux châtains tirés en chignon serré. À 23 ans, elle incarnait cette grâce naturelle des femmes qui ont appris tôt à se débrouiller seules. Ses yeux noisettes pétillaient d'une bonté innée, même lorsque la fatigue marquait ses traits délicats, depuis 3 ans qu'elle travaillait au Lys de France. Elle avait su se faire respecter par sa ponctualité, sa gentillesse avec la clientèle et cette façon qu'elle avait de transformer chaque service en une petite représentation théâtrale. « Élise, table 12, il s'impatiente », lança Bernard, le chef. Depuis sa cuisine surchauffée, elle acquiesça d'un sourire, ajustant machinalement le petit ours en peluche accroché à son trousseau de clés. Ce geste, devenu rituel, la rassurait toujours dans les moments de stress. L'ourson, couleur miel délavé par les années, portait une cicatrice grossièrement recousue sur le bras gauche et un nœud bleu passé qui avait dû être éclatant autrefois. Il ne la quittait jamais, vestige mystérieux d'une enfance dont elle ne gardait que des fragments épars. Ce midi-là, pourtant, tout bascula. Un problème avec le four avait retardé plusieurs commandes, et Élise se retrouvait à porter un plateau vers la table 15 avec un quart d'heure de retard. Elle reconnut immédiatement M. Victor Delaunay, ce magnate de l'immobilier que tout Lyon connaissait pour sa fortune autant que pour son caractère exécrable. Costume sur mesure, montre rutilante, regard froid comme l'acier. Il incarnait cette arrogance des hommes habitués à ce que le monde entier se plie à leurs caprices. « Monsieur Delaunay, je suis vraiment désolée pour ce retard, » commença-t-elle. Posant délicatement l'assiette devant lui, il l'interrompit d'un geste brusque, sa voix claquant comme un fouet dans le restaurant qui soudain se tut. 15 minutes d'attente pour une escalope milanaise. Vous vous moquez de moi? Mademoiselle, j'ai des rendez-vous importants, moi. Pas le temps de traîner dans votre gargote de province. Les mots fusaient, chaque syllabe suintant le mépris. Les autres clients détournèrent les yeux. Gênés par la violence de la scène, Élise sentit ses joues s'empourprer. Ses mains se mirent à trembler légèrement. Instinctivement, elle serra plus fort son petit ours, cherchant dans ce contact familier la force de ne pas fondre en larmes. « Monsieur, je comprends votre agacement, mais il y a eu un incident en cuisine. »« Un incident » rugit-il en se levant, dominant de sa stature la jeune femme. « L'incident, c'est votre incompétence. Vous êtes payé pour servir, pas pour jouer les pleureuses. Regardez-vous avec votre petit jouet ridicule. On se croirait à la maternelle. » À la table voisine, un homme observait la scène avec une attention croissante. Le colonel Armand Bellamy, 50 ans, uniforme impeccable orné de ses décorations, avait choisi ce restaurant sur les conseils d'un collègue. Sa prestance naturelle et son regard acéré trahissaient des décennies de service militaire. Mais en cet instant, ce n'était pas l'officier qui réagissait. C'était l'homme, et plus encore, le père, car ce petit ours que la jeune serveuse serrait contre elle, non, c'était impossible. Pourtant, ses mains se mirent à trembler imperceptiblement. La couleur miel, cette cicatrice au bras gauche, ce nœud bleu délavé, 20 ans, 20 années qu'il cherchait, qu'il espérait, qu'il priait pour retrouver ce minuscule détail qui le hantait jour et nuit. L'humiliation continuait. Des serveuses comme vous, on en trouve à l'appel. Vous devriez être reconnaissante qu'on vous emploie, au lieu de nous faire perdre notre temps. Quelque chose se brisa dans le regard d'Armand. Il se leva d'un mouvement fluide, sa silhouette imposante se dressant soudain face au magnate. Sa voix, habituée à commander, résonna dans le silence tendu. « Monsieur », un seul mot, mais prononcé avec cette autorité naturelle qui faisait plier les plus récalcitrants. Delaunay se retourna, surpris par l'interruption. Un homme de valeur ne s'abaisse jamais à humilier quelqu'un qui travaille honnêtement, poursuivit Armand de sa voix grave. Cette jeune femme fait son métier avec dignité. Je vous suggère de présenter vos excuses immédiatement.
« Et vous êtes qui pour me donner des ordres ?» cracha Delaunay. Mais déjà sa voix avait perdu de sa superbe face à ce militaire aux décorations éloquentes. Colonel Armand Bellamy, et croyez-moi, j'ai vu assez de lâches dans ma carrière pour en reconnaître un au premier coup d'œil. Le silence était devenu pesant. Tous les regards convergeaient vers cette confrontation improbable entre l'arrogance du pouvoir et la noblesse du service. Delaunay, sentant l'hostilité générale du restaurant se tourner contre lui, marmonna quelques mots d'excuse avant de jeter un billet sur la table et de sortir précipitamment, la queue entre les jambes. Élise, encore sous le choc, regardait alternativement la porte qui se refermait et cet officier qui venait de la défendre avec tant de panache. Elle essuya discrètement une larme qui perlait au coin de son œil. « Merci, mon colonel. Je ne sais pas comment vous remercier. » Armand s'approcha doucement, le cœur battant si fort qu'il craignait qu'elle ne l'entende. Ses yeux ne quittaient pas le petit ours en peluche. Ce trésor dérisoire qui contenait peut-être toute sa vie. « Mademoiselle, pardonnez-moi cette question, mais cet ourson... » Sa voix se brisa légèrement. « Où l'avez-vous trouvé ?» Élise baissa les yeux vers son précieux compagnon, surprise par l'émotion qu'elle percevait dans la voix du militaire. « Oh, celui-ci, il m'appartient depuis toujours. C'est ma seule. Enfin, c'est compliqué. » Elle hésita, puis quelque chose dans le regard de cet homme l'encouragea à poursuivre. « Ma grand-mère m'a raconté qu'elle m'avait trouvé à Lyon, sur la place Bellecour. Quand j'avais 3 ans, j'étais perdue, je pleurais, et je serrais cet ourson dans mes bras. Je ne me souvenais de rien d'autre, ni de mon nom, ni de ma famille. Grand-mère Madeleine m'a recueillie et élevée comme sa propre petite fille. » Les mots résonnèrent dans l'esprit d'Armand comme un coup de tonnerre. Place Bellecour, 3 ans, un dimanche après-midi, où il avait acheté une glace à sa petite Isaline, où il s'était détourné juste 2 minutes, juste assez longtemps pour qu'elle disparaisse à jamais. D'une main tremblante, il sortit de son portefeuille une photographie jaunie par le temps, une petite fille aux boucles blondes, souriant à l'objectif, serrant contre elle un ourson identique, jusqu'à cette cicatrice qu'il avait lui-même recousue après qu'elle ait joué un peu trop énergiquement avec son doudou. « Mon Dieu !» murmura-t-il. Les larmes aux yeux, « Isaline, ma petite Isaline !» Élise prit la photo d'une main hésitante. Le visage de l'enfant lui sembla étrangement familier, comme un écho lointain d'un rêve oublié, et soudain, des fragments lui revinrent, une voix grave qui chantait des berceuses, de grandes mains qui la faisaient voler dans les airs, l'odeur d'un aftershave particulier. Le restaurant s'était tu, clients et serveurs assistaient, pétrifiés, à cette scène d'une intensité dramatique rare. Armand tendit lentement la main vers le visage de la jeune femme, n'osant la toucher, comme si elle risquait de s'évanouir tel un mirage. « Papa » murmura Élise, le mot sortant de sa gorge comme un sanglot. Le temps sembla suspendu dans le restaurant du Lys de France. Les conversations s'étaient tues, les couverts ne tintaient plus, même les bruits de cuisine paraissaient étouffés. Seuls les sanglots contenus d'Élise et les battements de cœur d'Armand résonnaient dans ce silence irréel. « Papa » avait-elle murmuré, ce mot remontant des profondeurs de sa mémoire, comme une bulle d'air crèvant la surface d'un lac. Armand ferma les yeux, submergé par un torrent d'émotions. 20 ans, 20 longues années à chercher, à espérer, à prier tous les saints du paradis. Et maintenant, dans ce restaurant lyonnais ordinaire, par ce dimanche d'automne banal, le miracle s'accomplissait enfin. Dimanche 15 septembre 2002, place Bellecour, les souvenirs déferlèrent sur lui comme une vague scélérate. Cette journée qui avait basculé sa vie commençait pourtant si bien. Soline rayonnait dans sa robe bleue à pois blancs, ses cheveux auburn brillant sous le soleil automnal. Isaline, 3 ans tout juste, gambadait entre eux dans sa petite robe jaune, son ourson caramel fermement serré dans ses bras potelés. « Papa, papa, une glace !» avait-elle réclamé de sa voix cristalline, pointant du doigt le marchand ambulant. « Vanille ou fraise, ma princesse ?» avait-il demandé en la soulevant pour qu'elle voie mieux. « Vanille, comme caramel ?» avait-elle ri, faisant danser son doudou. Soline était restée assise sur le banc, fatiguée par sa grossesse précoce. Ils attendaient un deuxième enfant. « Vas-y, mon amour, j'ai besoin de souffler un peu. 2 minutes, peut-être 3, le temps de faire la queue, de choisir le parfum, de payer le marchand qui cherchait sa monnaie. » Quand il s'était retourné, le cornet à la main,
Isaline avait disparu. Soline, où est Isaline? Le cri avait déchiré l'air tiède de septembre. Sa femme s'était levée d'un bond, son visage se vidant de toutes couleurs. Elle était là, juste là, elle jouait avec Caramel près de la fontaine. La panique, les cris, les passants mobilisés, la police, les chiens, les hélicoptères, toute la machinerie du désespoir s'était mise en branle. Mais Isaline Bellamy avait bel et bien volatilisé, ne laissant qu'un petit chausson rouge oublié près de la fontaine et un père rongé par la culpabilité. « C'est ma faute », répétait-il inlassablement. « J'ai détourné les yeux. 2 minutes. Soline, juste 2 minutes. » Les jours étaient redevenus des semaines, les semaines des mois. Soline avait perdu le bébé qu'elle portait. Le choc, avait expliqué le médecin. Leur couple, rongé par la douleur et les reproches muets, s'était lentement désintégré. Elle n'avait jamais prononcé un mot de reproche. Mais ses yeux le disaient assez. « Pourquoi as-tu détourné les yeux ?» 5 ans plus tard, elle succombait à un cancer foudroyant. « Je vais retrouver notre petite fille », avait-elle murmuré avant de s'éteindre. Armand était resté seul avec ses fantômes et sa mission, retrouver Isaline, détective privée, voyante, association d'aide aux familles, Internet. Il avait tout essayé. Chaque piste explorée, chaque espoir déçu l'enfonçait un peu plus dans cette obsession qui était devenue sa raison de vivre. Ses collègues militaires compatissaient, mais ne comprenaient pas cette quête qui dévorait leur colonel. Certains lui conseillaient discrètement de passer à autre chose. De refaire sa vie, impossible. Comment tourner la page quand votre enfant vous appelle peut-être quelque part? Quand elle grandit sans vous? Quand chaque petite fille blonde aperçue dans la rue fait bondir votre cœur? Il avait parcouru la France. Visité tous les orphelinats, épluché tous les dossiers d'adoption. En vain. Isaline Bellamy était devenue un fantôme, une légende familiale, un nom sur une liste d'enfants disparus que personne ne consultait plus. Retour au présent dans le restaurant. Élise tenait toujours la photographie jaunie, ses yeux naviguant entre le visage de l'enfant et celui de l'homme qui se tenait devant elle. Les ressemblances sautaient aux yeux maintenant qu'elle savait où chercher. Le même nez droit, les mêmes yeux noisettes, cette fossette au menton qu'elle cachait parfois d'un geste machinal. « Vous êtes vraiment » Sa voix se brisa. Elle ne parvenait pas à prononcer le mot, tant il lui semblait impossible, irréel. Ton père, oui ma chérie, ton papa qui t'a cherché chaque jour pendant 20 ans. Bernard. Le chef s'approcha discrètement, une chaise à la main. Monsieur le colonel, asseyez-vous donc. Et vous aussi, Élise. Je vais vous apporter un verre d'eau. Vous en avez besoin. Ils s'installèrent face à face, cette table de restaurant devenant le théâtre de retrouvailles impossibles. Armand sortit de son portefeuille d'autres photos, comme s'il voulait rattraper 20 années d'absence en quelques minutes. Là, c'est toi à 2 ans, dans le jardin de la maison, ta maman t'apprenait à faire des bouquets de marguerites, et ici, ton 3e anniversaire. 3 jours avant que tout bascule. Élise contemplait ces instantanés d'une vie qui aurait dû être la sienne. Une maison bourgeoise avec un jardin fleuri, une femme souriante aux cheveux auburn, un homme en uniforme qui la faisait voler dans ses bras. Cette existence dorée contrastait cruellement avec son appartement modeste de la Croix-Rousse qu'elle partageait avec grand-mère Madeleine. « J'essaie de me souvenir », murmura-t-elle en pressant ses tempes. « Parfois, dans mes rêves, j'entends une voix d'homme qui chante, et cette odeur, un parfum que je n'arrive pas à identifier mais qui me rassure. Old Spice, souffla Armand. C'était mon aftershave à l'époque, et je te chantais une souris verte tous les soirs avant de t'endormir. Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues d'Élise. Des fragments de souvenirs remontaient à la surface, parcelles d'une enfance perdue qui se reconstituait pièce par pièce. Grand-mère Madeleine, il faut que je lui parle, elle. Elle m'a toujours dit qu'elle m'avait trouvé place Bellecour, mais elle ne m'a jamais expliqué les circonstances exactes. Peut-être qu'elle sait quelque chose. Armand acquiesça, mais une ombre passa dans son regard. Comment une vieille dame avait-elle pu trouver une enfant disparue sans prévenir la police? Cette coïncidence lui semblait troublante, après tant d'années d'enquête infructueuse. Où habite-t-elle, ta grand-mère? Rue des Capucins, dans le 5e, elle est très malade en ce moment. Un cancer. Le médecin dit qu'il ne lui reste que quelques mois. Le silence retomba.
chargé d'implications non formulées, dans quelques heures. Il serait né face à la seule personne capable d'expliquer ce mystère de 20 ans. Mais cette femme était mourante, et avec elle risquèrent de s'éteindre les derniers secrets de cette tragédie familiale. « Élise, » dit doucement Armand, « je ne veux pas bouleverser ta vie. Je sais que Madeleine t'a élevée, qu'elle t'aime, que tu l'aimes. Je ne cherche pas à la remplacer. Je veux juste faire partie de ta vie, si tu m'acceptes. » Elle le regarda longuement, cet homme qui était son père et un étranger à la fois. 20 ans d'absence ne s'effacèrent pas d'un claquement de doigts, mais il y avait dans ses yeux une douleur si profonde, un amour si évident qu'elle ne put s'empêcher d'être touchée. « Rentrons à la maison, » dit-elle enfin. « Grand-mère Madeleine a des explications à nous donner, » en sortant du restaurant. Élise serrait toujours son ourson caramel contre elle, sans savoir que dans quelques heures, ce petit témoin de peluche allait révéler des secrets bien plus sombres que ce qu'elle imaginait. Le trajet en taxi jusqu'à la rue des Capucins se déroula dans un silence lourd de questions non formulées. Élise fixait le paysage urbain qui défilait derrière la vitre, ses mains crispées sur son ourson caramel. À ses côtés, Armand observait discrètement le profil de sa fille retrouvée, cherchant dans chaque trait les traces de l'enfant qu'il avait perdu. « C'est là », murmura-t-elle, tandis que le taxi s'arrêtait devant un immeuble haussmannien défraîchi. L'appartement de Madeleine Garnier occupait le 3e étage, accessible par un escalier aux marches usées qui grinçaient sous leurs pas. Élise sortit ses clés d'une main tremblante, hésitant avant de tourner la serrure. « Grand-mère, c'est moi. Je suis rentrée plus tôt. » La voix de Madeleine leur parvint depuis le salon, affaiblie mais chaleureuse. « Ma chérie, tu as eu des problèmes au restaurant. » Ils pénétrèrent dans l'appartement modeste mais impeccablement tenu. Des dizaines de photos d'Élise à tous les âges ornaient les murs et les étagères. Première communion, diplôme scolaire, anniversaire, 20 ans de vie documentés avec l'amour minutieux d'une grand-mère gâteuse. Madeleine Garnier, 78 ans, était recroquevillée dans son fauteuil favori près de la fenêtre. La maladie avait cruellement marqué ses traits autrefois pleins, mais ses yeux bleus gardèrent cette vivacité qui avait séduit Élise enfant. Elle portait un châle de laine rose sur sa chemise de nuit, ses cheveux blancs soigneusement coiffés malgré sa faiblesse. En apercevant Armand dans son uniforme, elle se raidit imperceptiblement. « Grand-mère, je te présente le colonel Armand Bellamy. Il faut qu'on parle, tous les trois. » Le regard de Madeleine navigua entre sa petite fille et cet officier imposant, une inquiétude grandissante se peignant sur son visage ridé. « Bonjour, madame », dit respectueusement Armand en s'inclinant légèrement. « J'espère que nous ne vous dérangeons pas. Asseyez-vous, je vous en prie, » répondit-elle avec cette politesse instinctive des gens de sa génération. Mais sa voix trahissait une tension palpable. Élise prit place sur le petit canapé fleuri, Armand s'installant avec précaution dans le fauteuil face à Madeleine. L'atmosphère était électrique, chargée de non-dits et d'appréhension. « Grand-mère », commença Élise en sortant la photographie jaunie de son sac. « Regarde cette image. Reconnais-tu cette petite fille ?» Madeleine chaussa ses lunettes de lecture d'un geste lent, presque réticent, quand ses yeux se posèrent sur le cliché. Elle blêmit si violemment qu'Armand craignit qu'elle ne s'évanouisse. « Où avez-vous trouvé ça ?» balbutia-t-elle. « C'est moi, n'est-ce pas ?» dit doucement Élise. « C'est moi avant mes 3 ans, avant que tu me trouves place Bellecour. » Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Madeleine fixait la photo comme si elle contenait tous les secrets du monde, ses mains tachées de vieillesse tremblant imperceptiblement. « Madame Garnier », intervint Armand avec une douceur qui contrastait avec son allure militaire. « Cette enfant s'appelait Isaline Bellamy. C'était ma fille. Elle a disparu le 15 septembre 2002. Place Bellecour, alors que j'achetais une glace, elle tenait exactement le même ourson que celui qu'Élise porte aujourd'hui. « Non », murmura Madeleine, mais le déni sonnait creux. « Non, ce n'est pas possible, Élise. Ma petite Élise, tu es... Je me souviens... Grand-mère... » La voix d'Élise était ferme malgré les larmes qui perlaient à ses yeux. « Je me souviens d'une voix d'homme qui chantait « Une souris verte ». Je me souviens de l'odeur d'Old Spice. Je me souviens de grandes mains qui me faisaient voler dans les airs. Chaque mot portait comme un coup de poignard. Madeleine se tassa encore plus dans son fauteuil, comme si elle tentait de disparaître physiquement. « Raconte-moi la vérité, » supplia Élise. « Comment m'as-tu vraiment trouvé ce jour-là » Le barrage céda d'un coup. Madeleine éclata en sanglots.
ses épaules frêles secouées par des spasmes incontrôlables. « Je ne voulais pas, je n'ai jamais voulu te faire du mal, ma chérie. Tu étais si petite, si perdue, tu pleurais tant. Et Margot, ma pauvre Margot, Margot. » Armand se pencha en avant. « Qui est Margot ? Ma fille, » gémit Madeleine. « Ma fille unique. » Elle, après la mort de son bébé, elle n'était plus la même. Le médecin parlait de dépression postpartum, mais c'était bien plus grave. Elle passait ses journées dans les parcs, à observer les enfants. Elle disait qu'ils étaient en danger, qu'elle devait les sauver. L'horreur de la vérité commençait à se dessiner. Élise porta une main à sa bouche, pressentant ce qui allait suivre. Ce dimanche-là, elle était sortie comme d'habitude, quand elle est rentrée. Elle tenait une petite fille dans ses bras. « Toi, ma chérie », elle répétait sans cesse. « Je l'ai sauvée. » Maman, son papa la négligeait. Il l'avait abandonnée près de la fontaine. « Je l'ai sauvée. » Armand serra les poings, luttant contre une colère meurtrière. « Votre fille a enlevé ma petite fille. Elle était malade, » se défendit Madeleine. Elle ne savait plus ce qu'elle faisait. Quand je l'ai questionnée, elle s'est enfermée dans sa chambre avec toi. Vous vous êtes endormis ensemble. Et le lendemain matin, sa voix se brisa complètement. Le lendemain matin, j'ai trouvé Margot dans sa baignoire. Elle s'était ouvert les veines. Il y avait une lettre sur sa commode, où elle avouait ce qu'elle avait fait. Elle écrivait qu'elle ne supportait pas d'avoir brisé une famille, qu'elle préférait mourir plutôt que de te rendre et de te voir retourner chez ce père négligent qui t'avait abandonné. L'appartement était devenu un tombeau. Seuls les sanglots étouffés de Madeleine troublèrent le silence glacial. « Qu'avez-vous fait de cette lettre ?» demanda Armand d'une voix blanche. « Je l'ai brûlée. J'ai tout brûlé. Les vêtements que tu portais ce jour-là, tout ce qui pouvait vous rattacher à votre ancienne vie. J'ai dit aux voisins que Margot était partie vivre en province avec sa fille adoptive. Et moi, l'incrédulité se mêlait à la rage dans la voix d'Élise. Tu m'as menti pendant 20 ans. Tu savais que j'avais une famille qui me cherchait. Et tu n'as rien dit. Tu avais 3 ans. Tu ne te souvenais de rien, j'ai pensé. J'ai cru bien faire. Tu étais si heureuse avec moi, si épanouie. Pourquoi aurais-je détruit ça ? Parce que ce n'était pas votre décision à prendre, explosa Armand en se levant. Ma femme est morte de chagrin. Nous avons vécu un enfer pendant 20 ans. Comment avez-vous pu nous voler notre enfant et dormir tranquille ? Je n'ai jamais dormi tranquille, hurla Madeleine avec une force insoupçonnée. Pas une seule nuit. Mais regardez-la. Regardez comme elle a grandi belle et bonne. Qu'est-ce qui vous dit qu'avec vous elle aurait été plus heureuse ? La gifle claqua sèchement. Élise avait frappé sa grand-mère adoptive, ses yeux flamboyants d'une colère froide. Comment oses-tu justifier ce mensonge ? Pendant 20 ans, j'ai cru que personne ne m'avait jamais aimé avant toi. Pendant 20 ans, j'ai pleuré sur mes origines mystérieuses. Et lui, elle désigna Armand. Lui, il a tout perdu à cause de ton silence. Madeleine porta une main tremblante à sa joue rougie, ses yeux implorants fixés sur celle qu'elle considérait comme sa propre fille. « Élise, ma chérie, pardonne-moi, j'ai agi par amour, je le jure. Tu étais tout ce qui me restait après la mort de Margot. Je ne pouvais pas te perdre aussi. »« Mais je n'étais pas à toi !» cria Élise en serrant convulsivement son ourson. « Je n'ai jamais été à toi. » Le poids du mensonge, enfin révélé au grand jour, s'abattit sur les 3 protagonistes comme une chape de plomb. 20 années de vie bâties sur un secret, 20 années de souffrance pour un père éploré, 20 années de vérité confisquée. Dans le silence qui suivit cette révélation fracassante, chacun mesurait l'ampleur des dégâts. La famille retrouvée était déjà brisée avant même d'avoir eu la chance de se reconstruire. Les jours qui suivirent cette révélation explosive furent marqués par un silence pesant dans l'appartement de la rue des Capucins. Madeleine s'était enfermée dans sa chambre, ne sortant que pour ses traitements médicaux, tandis qu'Élise tentait de digérer l'effondrement de tout ce qu'elle avait cru savoir sur sa vie. Armand avait respectueusement pris congé après la confrontation, laissant sa carte de visite avec ses coordonnées. « Quand tu seras prête à me revoir, Isaline, Élise, avait-il corrigé avec douceur. Je serai là, mais ne te sens pas obligée. Je comprends que ce soit énorme à encaisser. » 3 jours s'écoulèrent, sans qu'elle ose l'appeler. Elle retournait au restaurant comme une automate, servant les clients avec son sourire habituel. Mais Bernard et ses collègues remarquaient bien que quelque chose avait changé.
Ses gestes étaient mécaniques, son regard absent, et elle sursautait au moindre bruit. Le jeudi soir, alors qu'elle rentrait de son service, elle trouva Madeleine installée dans le salon, une tasse de tisane à la camomille entre les mains. La vieille dame avait visiblement pleuré, ses yeux rougis contrastant avec sa pâleur maladive. « Ma chérie, dit-elle d'une voix brisée, il faut qu'on parle. » Élise s'assit sur le canapé, gardant ses distances. La tension était palpable entre ces deux femmes qui s'étaient aimées inconditionnellement pendant 20 ans. « J'ai appelé le colonel Bellamy cet après-midi, » avoua Madeleine. « Je lui ai proposé de venir dîner demain soir. Tu as le droit de connaître ton père, et lui a le droit de connaître la femme que tu es devenue. » « Pourquoi maintenant ?» demanda Élise, sa voix chargée d'une amertume qui lui était inhabituelle. « Parce que je vais mourir. Ma chérie, et avant de partir, je veux réparer ce que j'ai cassé. Je ne peux pas rendre à ton père les 20 années qu'il a perdues, mais je peux vous offrir l'avenir. » Le vendredi soir, Armand se présenta à 19h précise, portant un bouquet de roses blanches pour Madeleine et une petite boîte enrubannée pour Élise. Il avait troqué son uniforme contre un costume civil, moins intimidant. « J'ai apporté un album photo, » dit-il en s'installant à table. « Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais vous montrer qui était Isaline avant ses 3 ans. » Le dîner commença dans un silence gêné, ponctué par les politesses d'usage. Madeleine avait préparé un pot-au-feu, plat qu'elle réussissait parfaitement malgré sa faiblesse. Armand complimenta sincèrement la cuisine, s'enquit de sa santé avec délicatesse, évita soigneusement tout sujet polémique. « Vous pouvez ouvrir votre cadeau, » dit-il à Élise, alors qu'elle picorait distraitement dans son assiette. Elle défit l'emballage avec précaution, découvrant une chaîne en or blanc, ornée d'un petit pendentif en forme de trèfle à 4 feuilles. « C'était celui de ta maman, » expliqua Armand. « Elle l'avait reçu de sa propre mère pour ses 16 ans. Elle voulait te le donner quand tu serais assez grande pour ne pas le perdre. J'ai pensé que ce moment était venu. » Les larmes montèrent aux yeux d'Élise. Elle caressa délicatement le bijou, sentant le poids de l'héritage maternel qu'elle découvrait. « Parlez-moi d'elle, » murmura-t-elle. « De maman, comment était-elle » Le visage d'Armand s'illumina. Soline était lumineuse, elle riait tout le temps, transformait tout en jeu. Tu tenais d'elle cette façon de voir le beau partout. Elle chantait faux comme un casserole, mais elle s'en fichait éperdument. Elle te berçait avec frère Jacques, en inventant des couplets ridicules qui te faisaient hurler de rire. Il ouvrit l'album, révélant des dizaines de photographies soigneusement classées. Élise découvrit sa mère enceinte, rayonnante dans le jardin de leur maison de Caluire, puis elle-même, nouveau-née dans les bras de Soline, qui la contemplait avec une adoration pure. Les premiers pas, les premiers mots, les premiers Noëls. « Là, c'est ton baptême », commentait Armand. « Tu as hurlé pendant toute la cérémonie, mais dès que Soline t'a reprise, tu t'es endormie comme un ange, et ici, tes 2 ans, tu voulais absolument porter ta robe de princesse rose pour aller au supermarché. Ta mère a cédé, évidemment. » Chaque photo racontait une histoire d'amour, une complicité évidente entre parents et enfants. Élise voyait défiler une enfance dorée, pleine de rires et de tendresse, celle qui lui avait été volée. « Vous habitiez où ?» demanda-t-elle. Une maison à Caluire et cuir, avec un grand jardin. Soline adorait jardiner. Elle t'apprenait le nom des fleurs. Tu avais ta propre petite parcelle où tu cultivais des cailloux en prétendant que c'était des radis. Madeleine écoutait en silence, découvrant elle aussi cette vie antérieure d'Élise. Parfois, elle fermait les yeux comme si ces révélations lui faisaient de mal physiquement. Et après ma disparition, la question d'Élise était à peine audible. Armand referma l'album, son visage s'assombrissant. « Ta maman n'a jamais cessé d'espérer. Elle gardait ta chambre intacte, lavait tes vêtements chaque semaine comme si tu allais rentrer. Elle parlait de toi au présent, racontait à tout le monde que sa petite fille allait bientôt revenir. Mais elle est morte, » murmura Élise. « Le chagrin l'a tuée, oui, mais aussi la culpabilité. Elle s'en voulait de ne pas t'avoir surveillée, de m'avoir laissé t'emmener acheter cette glace. Le cancer n'était que l'instrument final. » Un silence lourd s'installa. Élise réalisait soudain l'ampleur du drame familial qu'avait provoqué son enlèvement. 2 parents détruits, un couple brisé, une mère morte de chagrin. « J'ai aussi quelque chose pour vous, colonel », dit soudain Madeleine en se levant péniblement. Elle disparut dans sa chambre et revint avec une boîte en carton usé.
J'ai gardé quelques affaires de ce jour-là. Je n'arrivais pas à tout détruire. À l'intérieur, Armand découvrit un petit chausson rouge, celui qui manquait, celui que la police avait retrouvé près de la fontaine. Il y avait aussi un bracelet d'hôpital de naissance, quelques mèches de cheveux blonds dans une enveloppe, et une grenouillère jaune brodée. « Papa's princess !»« Mon Dieu !» souffla-t-il en serrant la grenouillère contre sa poitrine. « Je croyais avoir tout perdu. Pourquoi avoir gardé ça ?» demanda Élise à Madeleine. « Parce qu'au fond de moi, je savais que ce jour viendrait. Que tôt ou tard, il faudrait rendre à César ce qui appartient à César. » La soirée se poursuivit plus sereinement. Armand raconta son métier, ses missions à l'étranger, expliqua pourquoi il avait choisi l'armée jeune. Élise évoqua ses études interrompues pour s'occuper de Madeleine, ses rêves de voyage, son goût pour la littérature. « Tu as lu tous les Dumas ?» s'étonna Armand. « C'était mon auteur préféré quand j'avais ton âge. Grand-mère m'achetait un livre chaque mois pour mon anniversaire. J'ai dévoré toute la bibliothèque municipale, pour la première fois depuis des jours. » Élise souriait naturellement. Madeleine observait ses retrouvailles avec un mélange de bonheur et de tristesse. Elle voyait bien que père et fille avaient des affinités évidentes, une complicité qui renaissait malgré les années perdues. « Je peux vous demander quelque chose ?»« Colonel, » dit-elle alors qu'il s'apprêtait à partir. « Bien sûr. Ne m'enlevez pas ma petite fille d'un coup. Je sais que je n'ai aucun droit, après ce que j'ai fait. Mais elle est tout ce qui me reste, et il ne me reste que quelques mois. » Armand la regarda longuement. Cet homme habitué à trancher, à décider, à commander. Puis il posa une main réconfortante sur l'épaule frêle de la vieille dame. « Madame Garnier, vous avez élevé ma fille avec amour pendant 20 ans, quelles que soient les circonstances. Vous lui avez donné une éducation, des valeurs, une tendresse que je ne peux nier. Vous ne perdrez jamais Élise. Nous apprendrons simplement à la partager. » En raccompagnant Armand à la porte, Élise hésita, puis se dressa sur la pointe des pieds pour l'embrasser sur la joue. « Merci, papa, » murmura-t-elle. « Pour ce soir, pour les photos, pour tout. » C'était la première fois qu'elle prononçait ce mot consciemment, délibérément. Armand sentit son cœur se gongler d'un bonheur qu'il n'avait plus connu depuis 20 ans. Les semaines suivant ce dîner réconciliateur s'écoulèrent dans une routine nouvelle et apaisante. Armand prenait l'habitude de passer voir Élise et Madeleine 3 fois par semaine, toujours avec la délicatesse d'un invité plutôt que celle d'un père réclamant ses droits. Il apportait des fleurs, aidait aux courses, réparait les petits problèmes domestiques que la maladie de Madeleine rendait difficiles à gérer. Un samedi matin de novembre, alors qu'il installait une rampe dans l'escalier pour faciliter les déplacements de la vieille dame, Élise l'observait en silence. Il y avait quelque chose de réconfortant dans ses gestes simples, cette présence masculine protectrice qui avait manqué à sa vie. « Papa » dit-elle en lui tendant une tasse de café, le mot coulant maintenant naturellement de ses lèvres. « Je peux te poser une question indiscrète. Tout ce que tu veux, ma chérie. Tu ne t'es jamais remariée après maman. » Armand s'interrompit dans son travail, ses mains se crispant légèrement sur le tournevis. « Non, j'ai eu quelques relations, mais rien de sérieux. Comment aurais-je pu me projeter dans l'avenir alors que mon passé était resté en suspens? Chaque femme que je rencontrais finissait par comprendre qu'elle ne pouvait lutter contre le fantôme d'une petite fille disparue. Tu as sacrifié ta vie pour me chercher. Je n'ai rien sacrifié. Élise, j'ai fait des choix, et aujourd'hui, je ne les regrette pas puisqu'ils m'ont menée à toi. » Du salon leur parvenait la voix de Madeleine au téléphone. Parlant avec son médecin depuis quelques jours, elle semblait plus fatiguée, plus fragile. Ses rendez-vous médicaux se multipliaient, mais elle refusait obstinément de parler de son état de santé. « Madame Garnier cache quelque chose », murmura Armand. « Hier, j'ai trouvé dans la poubelle des emballages de médicaments qu'elle ne prend pas habituellement. Et elle a des bleus sur les bras, des bleus. Les prises de sang répétées laissent des traces. Soit elle fait beaucoup plus d'examens qu'elle ne le dit, soit son traitement a changé récemment. » Élise fronça les sourcils, maintenant qu'il le mentionnait. Elle aussi avait remarqué certains signes inquiétants. Madeleine mangeait de moins en moins, dormait mal et avait perdu encore du poids ces dernières semaines. « Je vais lui parler », décida-t-elle. L'occasion se présenta le soir même, quand Armand fut reparti. Madeleine était installée dans son fauteuil, une couverture sur les genoux,
regardant sans vraiment voir les informations télévisées. « Grand-mère, il faut qu'on discute. »« De quoi, ma chérie ?» Mais ses yeux fuyaient déjà. « De ton état. Tu es plus malade que tu ne le dis. N'est-ce pas ?» Le silence de Madeleine fut plus éloquent que n'importe quelle réponse. Elle éteignit la télévision d'un geste lent, comme si elle préparait une conversation difficile. « Comment le sais-tu ? Tu ne manges plus, tu as maigri, et hier j'ai vu que tu cachais des ordonnances dans le tiroir de la cuisine. Grand-mère, je ne suis plus une enfant, j'ai le droit de savoir. » Madeleine soupira profondément, ses épaules s'affaissant sous le poids du secret. Le cancer a progressé plus vite que prévu, les métastases se sont étendues au foie et aux poumons. Le docteur Martin m'a proposé une chimiothérapie lourde. Mais quoi ? Mais à mon âge, avec mon état général, les chances de succès sont minimes et les effets secondaires seraient terribles. J'ai choisi les soins palliatifs. Le monde d'Élise s'effondra d'un coup. Tu as choisi, sans me demander mon avis, ma chérie, regarde-moi. Je n'ai plus que la peau sur les os. Je n'arrive plus à monter les escaliers sans être essoufflée. Cette maladie m'a déjà pris ma dignité. Je ne vais pas en plus lui sacrifier mes derniers mois de lucidité. Combien de temps ? La voix d'Élise était à peine audible. Quelques semaines, peut-être 2 mois si j'ai de la chance. Les larmes coulèrent, sans qu'Élise puisse les retenir. Perdre Madeleine maintenant, alors qu'elle venait tout juste de se réconcilier après la révélation sur son passé, lui semblait d'une cruauté inouïe. Pourquoi ne m'as-tu rien dit ? J'aurais pu t'accompagner au rendez-vous, t'aider à prendre cette décision. Parce que je te connais, ma petite fille, tu aurais voulu te battre, me convaincre de suivre tous les traitements possibles. Tu aurais transformé mes derniers mois en calvaire au nom de l'espoir. Madeleine tendit une main tremblante vers le visage de sa petite fille, essuyant ses larmes avec une tendresse infinie. Et puis, il fallait que je règle certaines choses avant de partir, comme te retrouver ton père, par exemple. Tu savais, depuis le début, tu savais que ce moment arriverait. Pas consciemment, mais j'ai toujours eu peur qu'un jour, quelqu'un reconnaisse cet ourson ou que tes souvenirs remontent. Ces derniers mois, avec la maladie, j'ai commencé à faire des cauchemars, je revoyais Margot dans sa baignoire, je t'entendais pleurer en réclamant tes parents, la culpabilité me rongeait autant que le cancer. Un silence pesant s'installa. Dehors, la pluie de novembre tambourinait contre les vitres, ajoutant à la mélancolie ambiante. Grand-mère, je te pardonne. Pour tout, tu as peut-être mal agi au départ, mais tu m'as aimée comme ta propre fille. Sans toi, je ne serais jamais devenue la femme que je suis. Merci. Ma chérie, ces mots me libèrent d'un poids énorme. Le lendemain matin, Élise appela Armand pour lui annoncer la nouvelle. Il arriva moins d'1 heure plus tard, les traits creusés par l'inquiétude. « Comment va-t-elle » demanda-t-il en retirant son manteau. « Elle dort. Elle a passé une nuit agitée. Je crois que la morphine ne suffit plus à calmer les douleurs. » Ils s'installèrent dans la cuisine, parlant à voix basse pour ne pas réveiller Madeleine. « Il va falloir qu'on organise la fin », dit Armand avec cet pragmatisme militaire qui ne l'abandonnait jamais. Les soins à domicile, les aides-soignantes, le matériel médical, elle ne peut pas rester seule quand tu travailles. J'ai déjà appelé le restaurant. Bernard m'a dit de prendre tout le temps nécessaire, mais financièrement, ça va être compliqué. Ne t'inquiète pas pour ça. Je m'en occupe. Élise le regarda, touchée par cette générosité immédiate. Papa, tu n'es pas obligé. Bien sûr que si. Madeleine a élevé ma fille pendant 20 ans. C'est le moins que je puisse faire pour l'aider à partir dignement. L'après-midi même, ils transformèrent le salon en chambre médicalisée, un lit d'hôpital, une perfusion pour les antidouleurs, une bouteille d'oxygène. Tous les attributs de la fin de vie s'installaient peu à peu dans l'appartement. Madeleine accepta ces aménagements sans protester, comme si elle avait enfin accepté son sort, mais le soir venu, elle demanda à s'entretenir seule avec Armand. « Colonel, j'ai encore des choses à vous dire, des choses importantes sur Margot, sur ce qui s'est vraiment passé ce jour-là. » Armand approcha une chaise du lit improvisé, pressentant que cette conversation allait révéler de nouveaux secrets. « Je vous écoute, Madame Garnier. Margot n'était pas seulement dépressive, elle avait perdu la raison après la mort de son bébé, complètement. Elle voyait des enfants maltraités partout, était persuadée qu'elle devait les sauver de leurs parents. » Madeleine marqua une pause, cherchant ses mots. Ce dimanche-là n'était pas la première fois. 3 semaines avant, elle avait déjà tenté d'emmener un petit garçon du parc de la Tête d'Or. Heureusement, sa mère l'avait rattrapé.
J'aurais dû la faire hospitaliser, mais j'avais peur. J'espérais qu'elle guérirait toute seule. Vous voulez dire qu'elle avait déjà commis des tentatives d'enlèvement? Oui. Et il y a autre chose que vous devez savoir. Quelque chose que je n'ai jamais avoué à Élise. Le cœur d'Armand se serra. Quel nouveau secret cette femme mourante s'apprêtait-elle à révéler? Armand sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine, après tant de révélations bouleversantes que pouvait encore cacher cette femme mourante. Il se pencha vers Madeleine, dont le visage émacié trahissait l'urgence de confesser ses derniers secrets. « Madame Garnier, que voulez-vous me dire ?» Margot, quand elle a ramené Isaline à la maison ce jour-là, elle n'était pas seule. Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Armand digérait cette information, ses implications terrifiantes se dessinant peu à peu dans son esprit. Comment ça? Pas seule. Il y avait un homme avec elle, un homme que je n'avais jamais vu. Quand je suis sortie sur le palier en entendant du bruit, ils montèrent l'escalier ensemble. Margot portait votre fille dans ses bras, et lui, il la suivait. Armand serra les poings, luttant pour garder son calme. Qui était cet homme? Je ne sais pas. Je n'ai jamais su. Margot a refusé de me le présenter. Elle l'a fait entrer directement dans sa chambre avec la petite. Ils sont restés enfermés là-dedans pendant des heures. J'entendais des chuchotements, parfois des pleurs. Ceux d'Isaline, je crois. Vous pensez qu'il était complice de l'enlèvement? Madeleine ferma les yeux, comme si ses souvenirs lui étaient physiquement douloureux. Au début, j'ai cru qu'il était là pour l'aider avec l'enfant. Margot était si fragile, si perturbée, mais maintenant, avec le recul, je me demande si cet homme ne l'avait pas poussée à agir. Elle était si influençable dans son état. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Le lendemain matin, quand j'ai trouvé Margot, morte dans sa baignoire, il avait disparu, envolé, et dans sa lettre de confession, elle ne mentionnait pas sa présence, comme si elle voulait le protéger. Armand se leva brusquement, faisant les 100 pas dans la petite pièce. Cette révélation changeait tout. Si Margot avait eu un complice, cela signifiait que l'enlèvement de sa fille n'était peut-être pas l'acte impulsif d'une mère déséquilibrée, mais quelque chose de plus prémédité, de plus sordide. Vous pourriez le décrire. C'était il y a 20 ans, colonel, et je ne l'ai vu qu'une fois, dans la pénombre du palier. Mais je me souviens qu'il était grand, brun, avec une barbe. Il portait un blouson en cuir noir et avait une cicatrice au front. Vous n'avez jamais songé à prévenir la police? Madeleine secoua faiblement la tête. Après la mort de Margot, j'étais terrorisée. Cet homme connaissait mon adresse, savait que j'avais la petite. J'avais peur qu'il revienne, qu'il nous fasse du mal. Alors j'ai préféré me taire et déménager discrètement quelques mois plus tard. Vous avez déménagé? Nous habitions rue des Remparts. Dans le deuxième, je nous ai trouvé cet appartement rue des Capucins sous un faux nom, Garnier, celui de mon mari décédé. J'ai changé l'identité d'Isaline aussi. Je l'ai appelée Élise. J'ai inventé de faux papiers. Armand s'effondra sur sa chaise. Assommé par ces révélations, non seulement on lui avait volé sa fille, mais en plus, cette femme avait organisé leur disparition complète du système, rendant impossible toute tentative de retrouvailles. Pourquoi me dites-vous ça maintenant? Parce que je vais mourir et que cet homme court toujours? J'ai peur qu'un jour, il apprenne qu'Élise est en vie, qu'il veuille finir ce qu'il a commencé. Elle doit savoir, elle doit pouvoir se protéger. Mais de quoi exactement? Que voulait-il? Je l'ignore. Mais la nuit où Margot est morte, j'ai entendu du bruit dans sa chambre, quand j'ai osé y entrer le lendemain. Après avoir découvert son corps, j'ai remarqué que ses affaires avaient été fouillées. Des tiroirs étaient ouverts, des papiers éparpillés, comme si quelqu'un avait cherché quelque chose. De la cuisine leur parvint le bruit de la bouilloire qui sifflait. Élise préparait le thé du soir pour Madeleine, ignorant tout de cette conversation qui bouleversait une nouvelle fois l'histoire familiale. « Il faut que je prévienne les autorités », dit Armand. « Rouvrir l'enquête, signaler la présence de cet homme ?»« Non !» La voix de Madeleine claqua avec une force surprenante. « Pas maintenant, pas avant ma mort. Si cet homme apprend que l'enquête reprend, qu'Élise est vivante, il pourrait s'en prendre à elle. Alors que proposez-vous? Protégez-la discrètement, surveillez les alentours, soyez vigilants, et quand je ne serai plus là, vous ferez ce que vous jugerez nécessaire. » Élise entra à ce moment-là, portant un plateau avec 3 tasses fumantes.
Elle remarqua immédiatement la tension qui régnait dans la pièce. « Qu'est-ce qui se passe ? On dirait que vous avez vu un fantôme tous les deux. » Armand et Madeleine échangèrent un regard lourd de sous-entendu. « Rien, ma chérie, » mentit Madeleine avec un sourire forcé. « Ton père et moi, nous évoquions juste de vieux souvenirs. » Mais Élise n'était pas dupe. Elle posa le plateau et croisa les bras, arborant cette expression têtue qu'elle avait depuis l'enfance quand on tentait de lui cacher quelque chose. « Grand-mère, nous nous sommes promis plus de mensonges entre nous, alors je vais te poser la question une seule fois. Qu'est-ce que vous me cachez ?» Le silence qui suivit fut éloquent. Madeleine regarda Armand avec une supplication muette, mais il secoua la tête. Sa fille avait raison. Elle avait le droit de savoir. « Il y a peut-être eu quelqu'un d'autre impliqué dans ton enlèvement ?» dit-il simplement. « Quelqu'un d'autre. » Armand lui raconta tout. L'homme mystérieux, sa présence le jour de l'enlèvement, sa disparition après la mort de Margot. Les fouilles dans la chambre, Élise l'écouta sans l'interrompre, son visage se fermant progressivement. « Tu veux dire que pendant 20 ans, il y a eu un homme dangereux qui connaissait mon existence et que personne ne m'a prévenu. Ma chérie, j'avais peur, » commença Madeleine. « Peur de quoi ? Qu'il me retrouve. Mais s'il avait voulu me faire du mal, il aurait eu 20 ans pour le faire. En me cachant la vérité, tu m'as rendu plus vulnérable, pas moins. » Armand posa une main apaisante sur l'épaule de sa fille. « Élise, ta grand-mère a fait ce qu'elle pensait être le mieux pour te protéger. Elle n'était qu'une vieille dame seule avec un enfant, face à une situation qui la dépassait. Mais maintenant, que fait-on ? On attend gentiment qu'il réapparaisse. Maintenant, tu n'es plus seule, répondit fermement Armand. Tu as un père qui sait se battre, qui a des contacts dans la police et l'armée. Si cet homme existe vraiment, s'il représente encore une menace, nous nous en occuperons. Et s'il est déjà mort, s'il ne représente plus aucun danger depuis des années, alors nous aurons eu peur pour rien. Mais je préfère prendre des précautions inutiles que de risquer ta sécurité. » Madeleine toussa faiblement, attirant leur attention. La conversation l'avait épuisée, et elle paraissait plus fragile que jamais. « Il y a une dernière chose, » murmura-t-elle. Margot avait un carnet, où elle notait tout ce qui lui passait par la tête pendant sa dépression. « Je l'ai gardé. Il est dans ma table de chevet. Peut-être y trouverez-vous des indices sur cet homme. » Élise alla chercher le carnet. Un petit cahier à spirale aux pages jaunies, couvert de l'écriture désordonnée de Margot, elle le tendit à son père. « Je n'arrive pas à le lire, » dit-elle. « C'est trop personnel, trop douloureux. » Armand feuilleta rapidement le carnet, découvrant les divagations d'une femme au bord de la folie. Margot y décrivait ses obsessions, ses peurs pour les enfants qu'elle croisait, ses certitudes délirantes sur les parents maltraitants, et puis, à la date du 10 septembre 2002, 5 jours avant l'enlèvement, il tomba sur un passage qui lui glaça le sang. Il m'a dit qu'il connaissait une petite fille qui avait besoin d'aide, que son papa la négligeait, la laissait toute seule. Il va m'aider à la sauver dimanche. Il dit qu'on sera des héros. L'enlèvement avait bel et bien été prémédité. Les jours suivant la découverte du carnet de Margot s'écoulèrent dans une atmosphère tendue. Armand avait discrètement contacté d'anciens collègues de la police judiciaire, leur transmettant les nouveaux éléments sans mentionner qu'il avait retrouvé sa fille. Officiellement, il s'agissait d'informations anonymes concernant une ancienne affaire classée. Pendant ce temps, l'état de Madeleine se dégradait rapidement. Les douleurs s'intensifiaient, malgré la morphine, et elle passait désormais la plupart de ses journées à somnoler dans le lit médicalisé installé au salon. Élise avait pris un congé sans solde pour s'occuper d'elle. Et Armand venait chaque jour apporter son soutien, ce mardi matin de décembre, alors qu'une fine pellicule de givre recouvrait les vitres, Madeleine se réveilla plus lucide que d'habitude. Elle demanda à Élise de l'aider à s'asseoir, refusa ses médicaments et réclama un café bien serré. « Ma chérie, il faut qu'on parle, pour de bon, cette fois, sans mensonge, sans omission. » Élise s'installa près du lit, inquiète de cette détermination soudaine. Madeleine n'avait plus que la peau sur les os. Ses yeux jadis pétillants étaient redevenus immenses dans son visage émacié, mais sa voix gardait cette fermeté qui avait marqué l'enfance d'Élise. « Grand-mère, tu devrais te reposer. »« Non, je n'ai plus beaucoup de temps. Et il y a des choses que tu dois savoir, des choses terribles que j'ai gardées pour moi pendant 20 ans. » Armand, qui arrivait avec les courses, surprit ses paroles depuis l'entrée. Il posa ses sacs et s'approcha,
pressentant que Madeleine s'apprêtait à révéler ses derniers secrets. « Continuez, Madame Garnier. Nous vous écoutons. » Madeleine prit une longue inspiration, comme si elle puisait au fond de ses dernières forces. « Ce que je vous ai dit l'autre jour sur l'homme qui accompagnait Margot, c'était vrai, mais incomplet. Je n'ai pas osé vous dire le plus important. »« Quoi donc ?» demanda Élise en prenant la main décharnée de sa grand-mère adoptive. « Cet homme, je l'avais déjà vu, plusieurs fois même. Il rôdait autour de chez nous depuis des semaines, prétendant s'intéresser à Margot. Il lui apportait des fleurs, l'emmenait boire des cafés, lui parlait pendant des heures de ses obsessions sur les enfants maltraités. Armand se raidit. « Vous voulez dire qu'il l'a manipulée. Pire que ça, colonel. Il l'a conditionnée. Je les ai entendus parler plusieurs fois. Il l'encourageait dans ses délires, confirmait ses peurs, alimentait sa paranoïa. Il lui répétait sans cesse que c'était son devoir de sauver les enfants en danger. Les implications de cette révélation frappèrent Élise comme une gifle. Tu veux dire que l'enlèvement n'était pas un accident, que cet homme avait tout planifié? J'en suis convaincue maintenant. Margot était fragile, manipulable. Il s'en est servi comme d'un instrument. Mais pourquoi? La voix d'Armand tremblait de colère contenue. Pourquoi ma fille? Qu'est-ce qu'il voulait? Madeleine ferma les yeux, rassemblant ses forces pour révéler le plus difficile. Il savait qui vous étiez, colonel. Il connaissait votre nom, votre grade, votre unité. Un soir, je l'ai entendu au téléphone dans la chambre de Margot. Il disait à son interlocuteur « Le colonel Bellamy paiera pour ce qu'il a fait au Kosovo, sa fille. C'est juste un acompte. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Armand blêmit, ses souvenirs de mission remontant brutalement à la surface. « Le Kosovo », murmura-t-il. 1999. J'étais chef d'état-major d'un régiment de casques bleus. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas, papa? Armand se passa une main sur le visage, visiblement bouleversé. C'était une mission de maintien de la paix, mais la situation était explosive. Nous avons dû prendre des décisions difficiles, parfois controversées. Quel genre de décision? Il y a eu un incident, un bombardement sur un village albanais. L'OTAN prétendait viser une base militaire serbe, mais des civils ont été touchés. Une famille entière a été décimée. Le père était un homme d'affaires respecté, sa femme était institutrice. Ils avaient 2 enfants. Madeleine acquiesça faiblement. Margot m'a dit qu'il s'appelait Dardan Krasniki. Il prétendait être réfugié politique. Installé en France depuis quelques années, Krasniki, Armand fouilla dans sa mémoire. C'était le nom de la famille albanaise tuée dans le bombardement, mais nous avons vérifié, il n'y avait aucun survivant. Apparemment si, et il vous tenait pour responsable de la mort des siens. Élise regardait alternativement son père et Madeleine, tentant d'assembler les pièces de ce puzzle horrifique. « Attends, tu es en train de me dire que j'ai été enlevée par un homme qui voulait se venger de papa, que j'étais quoi? Un moyen de pression. J'ai peur que ce soit plus grave que ça, ma chérie. » La voix de Madeleine n'était plus qu'un souffle. Le dernier soir, avant sa mort, Margot était terrorisée. Elle m'a confié que Krasniki avait changé, qu'il ne parlait plus de te sauver, mais de te faire payer pour les crimes de ton père. Mon Dieu. Armand se leva d'un bond, arpentant la pièce comme un fauve en cage. Il voulait me faire souffrir comme il avait souffert, me prendre mon enfant comme on lui avait pris les siens. Mais pourquoi Margot s'est-elle suicidée alors? Madeleine eut un sanglot sec. Parce qu'elle avait réalisé ce qu'elle avait fait, ce soir-là. Elle était venue me voir, hystérique. Elle m'a dit que Krasniki parlait de t'emmener loin, très loin, où ton père ne te retrouverait jamais. Elle avait compris qu'elle n'avait pas sauvé une petite fille, mais qu'elle l'avait livrée à un homme dangereux. Alors elle a préféré mourir plutôt que de le laisser faire. Elle a voulu te protéger. À sa manière, en se supprimant, elle espérait que Krasniki abandonnerait ses plans de vengeance, qu'il disparaîtrait en apprenant sa mort. Et c'est ce qui s'est passé. Sur le moment, oui. Il a disparu après la mort de Margot, mais j'ai toujours eu peur qu'il revienne. C'est pour ça que j'ai changé nos identités, que je nous ai fait disparaître. Je savais que tant qu'il vivrait, tu ne serais jamais vraiment en sécurité. Armand s'effondra sur sa chaise, atterré par ces révélations. Non seulement il avait perdu sa fille à cause d'une mission militaire, mais en plus, elle avait grandi dans l'ombre permanente d'une menace qu'elle ignorait. « Il faut prévenir la police », dit-il d'une voix blanche, immédiatement. « Non, papa. » Élise se leva, une détermination nouvelle dans la voix. « Pas encore.
Comment ça? Pas encore. Grand-mère se meurt. Elle a porté ce secret pendant 20 ans. Elle a vécu dans la terreur pour me protéger. Je ne veux pas que ces derniers jours soient gâchés par une enquête policière, des interrogatoires, du remue-ménage. Mais Élise, cet homme a peut-être disparu depuis longtemps. Peut-être qu'il est mort. Peut-être qu'il s'en fiche maintenant. Laissons grand-mère partir en paix. Et après, nous nous occuperons du reste. Madeleine serra faiblement la main de sa petite fille adoptive. Merci, ma chérie. Tu as toujours été si généreuse. Si bonne. C'est toi qui m'as appris à l'être, grand-mère. Malgré tout ce qui s'est passé, malgré tous les mensonges, tu m'as donné de l'amour. Beaucoup d'amour. Armand observait cette scène avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Sa fille faisait preuve d'une maturité et d'une générosité extraordinaires. Mais il ne pouvait s'empêcher de penser que quelque part, peut-être, Dardan Krasniki attendait son heure. « Promettez-moi une chose, dit-il finalement. Dès que Madame Garnier, dès qu'elle ne sera plus parmi nous, vous me laisserez faire ce qu'il faut pour vous protéger. Vraiment, je te le promets, papa. » Le soir tombait sur Lyon, et avec lui s'installait cette paix précaire d'avant la tempête, dans le petit appartement de la rue des Capucins. 3 personnes liées par le destin préparaient leurs adieux. Ignorant que l'orage qui couvait depuis 20 ans allait bientôt éclater, la révélation sur Dardan Krasniki avait ouvert une faille béante dans l'équilibre fragile que la famille reconstituée avait trouvé. Élise, qui pensait enfin connaître toute la vérité sur son passé, découvrait que sa vie entière avait été façonnée par la soif de vengeance d'un homme qu'elle n'avait jamais vu. Les jours suivants furent marqués par un silence pesant. Madeleine, épuisée par ses confessions, sombrait dans une semi-conscience médicamenteuse. Armand tentait de maintenir une normalité de façade. Mais Élise voyait bien qu'il était rongé par la culpabilité et l'angoisse. Quant à elle, elle se sentait comme une étrangère dans sa propre vie. « Je ne sais plus qui je suis », confia-t-elle un soir à son père, alors qu'il veillait Madeleine endormie. Isaline Bellamy, la fille du colonel, Élise Garnier, l'orpheline recueillie, ou juste un instrument de vengeance dans les mains d'un fou. Armand posa une main réconfortante sur son épaule. « Tu es ma fille, c'est tout ce qui compte. » « Mais c'est faux, papa. Je ne suis plus la petite fille que tu as perdue. Cette Isaline-là est morte à 3 ans. Place Bellecour. Moi, je suis le produit de 20 années de mensonges et de manipulations. Élise, non, laisse-moi finir. Pendant des années, j'ai rêvé de retrouver ma vraie famille, mes vraies origines. Je me suis inventé 1000 histoires romantiques pour expliquer pourquoi j'avais été abandonnée. Et maintenant que je sais la vérité, j'aimerais presque ne pas la connaître. » Elle se leva brusquement, attrapant son manteau accroché près de la porte. « Où vas-tu » s'inquiéta Armand. « Je sors. J'ai besoin d'air, de réfléchir, de me retrouver. Il fait nuit. Ce n'est pas prudent. » « Prudent ?» Elle eut un rire amer. « Papa, si cet homme a vraiment voulu me faire du mal, il a eu 20 ans pour le faire, un soir de plus ou de moins. Élise, ne dis pas ça, s'il te plaît. » Mais elle était déjà partie, laissant Armand seul avec ses remords, et une Madeleine mourante. Élise marcha longtemps dans les rues de Lyon, ses pas la menant instinctivement vers la place Bellecour. Elle s'arrêta près de la fontaine, où, 20 ans plus tôt, sa vie avait basculé. Le square était désert à cette heure. Seuls quelques réverbères projetaient des cercles de lumière blafarde sur les pavés humides. Elle sortit son ourson caramel de son sac, le contemplant à la lueur d'un lampadaire. Ce petit témoin de peluche avait traversé 2 décennies. Gardant ses secrets comme un sphinx miniature, combien d'histoires cet objet apparemment innocent avait-il vécu? « Qu'est-ce que tu as vu, toi ?» murmura-t-elle à l'ourson. « Qu'est-ce que tu pourrais me raconter si tu pouvais parler ?» Une voix la fit sursauter. « Mademoiselle, ça va. » Elle se retourna et découvrit un homme âgé, promenant son chien malgré l'heure tardive. Il avait l'air inquiet de la voir seule dans le noir. « Oui, ça va. Je réfléchissais juste. C'est pas un endroit pour une jeune fille seule. La nuit, il y a eu des histoires bizarres ici, dans le temps. » « Quel genre d'histoire ?» L'homme haussa les épaules. « Oh, des disparitions d'enfants, des trucs pas nets. Mais c'était il y a longtemps. Vous feriez mieux de rentrer chez vous. » Élise le remercia et prit le chemin du retour. Mais les paroles du promeneur résonnaient dans sa tête. Des disparitions d'enfants, au pluriel. Et si elle n'avait pas été la seule victime de Krasniki? Et si d'autres familles avaient souffert par sa faute?
par la faute des actions de son père au Kosovo. De retour rue des Capucins, elle trouva Armand exactement où elle l'avait laissé, veillant Madeleine. Il leva vers elle un regard soulagé, mais inquiet. « Tu as réfléchi ?» demanda-t-il simplement. « Papa, il faut qu'on parle, vraiment. » Ils s'installèrent dans la cuisine pour ne pas déranger Madeleine. Élise prit une longue inspiration avant de se lancer. « Je ne peux plus vivre comme ça. Dans l'ignorance, dans le mensonge, dans la peur de vérité qui pourrait encore surgir. J'ai besoin de tout savoir sur cette histoire, sur cet homme, sur ce qui s'est vraiment passé au Kosovo. » Élise. « Non. Écoute-moi. Pendant 20 ans, tout le monde a décidé pour moi. Margot m'a enlevée pour me sauver. Grand-mère m'a cachée pour me protéger. Et maintenant, toi aussi tu veux me protéger en me tenant à l'écart de la vérité. Mais je ne suis plus une enfant. » Armand la regarda longuement. Reconnaissant dans ses yeux cette détermination qu'il avait lui-même héritée de son propre père. « Que veux-tu savoir exactement ? Tout, ce qui s'est passé au Kosovo. Pourquoi cet homme te tient pour responsable, s'il y a eu d'autres victimes ? Tout. » Armand soupira profondément. « C'est une histoire sombre, Élise. Une histoire qui ne te rendra pas fière de ton père. Essaye toujours. » En 1999, j'étais effectivement au Kosovo avec les forces de l'OTAN. Notre mission était de maintenir la paix entre les communautés serbes et albanaises. Mais c'était l'enfer sur terre. Les deux camps se livraient à des atrocités. Et nous, les casques bleus, nous étions pris entre deux feux. Il marqua une pause, les souvenirs remontant péniblement à la surface. Le 12 juin 1999, nous avons reçu des informations selon lesquelles une base paramilitaire serbe servait de centre de torture pour des civils albanais. Les renseignements étaient formels. Des dizaines de prisonniers y étaient détenus dans des conditions atroces. Et alors, j'ai donné l'ordre de bombarder la position. C'était ma décision, ma responsabilité, mais les renseignements étaient faux. La base militaire était en réalité une ferme familiale où vivaient des réfugiés albanais, justement ceux que nous pensions sauver. Élise porta une main à sa bouche, horrifiée. Combien de victimes ? 11 morts, une famille entière, Agim et Drita Krasniki. Leurs enfants Blérim et Valdrin, les grands-parents, des cousins. Il n'y a eu aucun survivant selon nos rapports officiels. Mais apparemment, il y en a eu un. Apparemment oui, Dardan devait être absent ce jour-là, où il a survécu miraculeusement. En tout cas, il m'a rendu responsable de la mort des siens. Un silence lourd s'installa. Élise digérait cette révélation, comprenant enfin les motivations du mystérieux Krasniki. « Papa, tu as tué sa famille par erreur. C'est horrible. Mais c'était la guerre. Pourquoi s'en prendre à moi ? J'étais innocente. Parce que pour lui, j'avais tué des innocents. Sa logique était simple. Œil pour œil, innocent pour innocent. En me prenant ma fille, il me faisait subir la même douleur que celle qu'il avait endurée. Et maintenant, tu crois qu'il est toujours là, qu'il me guette ? » Armand se frotta le visage, épuisé par ce récit. « Je ne sais pas, Élise. 20 ans ont passé. Peut-être qu'il a abandonné sa vengeance. Peut-être qu'il est mort. Ou peut-être qu'il attend juste le bon moment. Il faut qu'on le sache. Il faut qu'on mette fin à cette histoire une bonne fois pour toutes. Comment ? En le retrouvant, en lui parlant, en essayant de comprendre ce qu'il veut vraiment. » Armand secoua la tête énergiquement. « C'est beaucoup trop dangereux. Cet homme est obsédé par la vengeance depuis 20 ans. Il n'écoutera aucune raison. Alors quoi ? On vit dans la peur toute notre vie. On regarde derrière notre épaule à chaque coin de rue. On prend des précautions raisonnables et on espère que le temps a apaisé sa colère. » Élise se leva brusquement, renversant sa chaise. « Non, je refuse. J'en ai assez d'être la victime passive de décisions prises par d'autres. Si cet homme veut me voir, qu'il vienne. Mais je ne passerai pas le reste de ma vie à me cacher. Élise, calme-toi. » « Je ne me calmerai pas. Tu ne comprends pas. Ma vie entière a été déterminée par la peur de cet homme. L'enlèvement, les faux papiers, l'isolement de grand-mère, même notre rencontre au restaurant, c'est à cause de lui. Je veux reprendre le contrôle de mon existence. » Sur ces mots, elle sortit de la cuisine en claquant la porte, laissant Armand face à ses propres démons. Dans le salon, Madeleine avait ouvert les yeux et les regardait avec une expression de profonde tristesse. « Elle a raison, vous savez, » murmura-t-elle d'une voix faible. « On ne peut pas passer sa vie à fuir. Tôt ou tard, il faut affronter ses fantômes.
Mais Armand savait que certains fantômes étaient plus dangereux que d'autres. L'hiver s'installait doucement sur Lyon, apportant avec lui cette mélancolie particulière des fins d'année. Dans l'appartement de la rue des Capucins, le temps semblait suspendu entre la vie qui s'éteignait et celle qui tentait de renaître. Madeleine passait désormais ses journées dans un état semi-conscient, réveillée seulement par les soins et les visites du médecin qui confirmaient ce que chacun savait déjà. C'était une question de jours, peut-être d'heures. Élise n'avait pas reparté de Dardan-Krasniki depuis leur dispute. Elle consacrait toute son énergie à accompagner Madeleine vers sa fin, lui lisant des passages de ses romans préférés, lui tenant la main pendant ses moments de lucidité, lui fredonnant les berceuses que la vieille dame lui chantait autrefois. Armand, de son côté, avait pris des congés pour être présent. Il avait discrètement contacté ses anciens collègues militaires pour tenter de localiser Krasniki, mais les recherches n'avaient rien donné. L'homme semblait avoir disparu de la surface de la Terre après 2002, ce jeudi matin de décembre. Madeleine s'éveilla plus claire qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Elle demanda qu'on ouvre les rideaux, voulut se coiffer, réclama même un peu de rouge à lèvres. « Ma chérie », dit-elle à Élise d'une voix étonnamment ferme. « Appelle ton père, j'ai des choses à vous dire, des choses importantes. » Quand Armand arriva, il trouva Madeleine assise dans son lit, adossée à ses oreillers, l'air plus vivante qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Mais son regard médical lui fit comprendre que c'était souvent ainsi avant la fin. Un dernier sursaut de vie avant le grand départ. « Colonel, asseyez-vous, vous aussi, Élise. Ce que j'ai à vous dire va peut-être changer votre façon de voir les choses. » Elle marqua une pause, rassemblant ses dernières forces. « J'ai menti, encore. Pas sur les faits, mais sur mes sentiments vis-à-vis de cette histoire. Que veux-tu dire, grand-mère? Pendant 20 ans, je vous ai dit que j'avais agi pour protéger Élise, que j'avais peur de cet homme. De Krasniki, c'était vrai, mais ce n'était pas toute la vérité. » Armand se pencha en avant, intrigué. « La vérité, c'est que j'ai aussi agi par égoïsme. Quand Margot est morte, quand cet homme a disparu, j'aurais pu vous rendre votre fille, colonel. J'aurais pu prévenir la police, expliquer ce qui s'était passé, mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi ?» Les larmes coulaient sur les joues creuses de Madeleine. Parce que je l'aimais déjà, cette petite fille de 3 ans qui m'appelait grand-mère, qui se blottissait contre moi la nuit quand elle faisait des cauchemars. Elle était devenue toute ma raison de vivre. Élise serra la main décharnée de Madeleine. « Grand-mère, non, laisse-moi finir. J'avais 60 ans, j'étais seule, ma fille venait de mourir, et soudain, j'avais une petite fille à élever, une raison de me lever le matin, quelqu'un à aimer et qui m'aimait en retour. L'idée de te perdre m'était insupportable. Mais vous saviez que j'existais, dit doucement Armand. Vous saviez que je la cherchais. Oui, et c'est ce qui me rongeait. Chaque nuit, je pensais à ce père quelque part, qui pleurait sa fille disparue. Chaque fois qu'Élise me demandait d'où elle venait, j'avais envie de tout avouer. Mais j'étais lâche, colonel, lâche et égoïste. Le silence qui suivit n'était pas accusateur. Mais empli d'une compréhension douloureuse, Armand regardait cette femme mourante qui avait élevé sa fille avec amour, malgré les circonstances terribles de leur rencontre. « Madame Garnier, vous avez fait de ma fille une femme remarquable, généreuse, courageuse, aimante. Quelles que soient vos motivations initiales, vous l'avez rendue heureuse, c'est ce qui compte. Vous me pardonnez. » Armand prit l'autre main de Madeleine. « Il n'y a rien à pardonner. Vous avez sauvé Élise de ce fou. Vous l'avez protégée, chérie. Vous avez été la grand-mère qu'elle n'aurait jamais eue sans ces circonstances tragiques. Papa a raison, » ajouta Élise en embrassant le front de Madeleine. « Tu as été ma grand-mère, ma mère, ma confidente. Tu m'as appris à lire, à cuisiner, à aimer les livres. Tu m'as consolée quand j'avais du chagrin, fêté mes succès scolaires, soigné mes bobos. Aucun mensonge ne peut effacer 20 ans d'amour vrai. » Madeleine sanglotait maintenant sans retenue, libérant 20 années de culpabilité refoulée. « J'ai une dernière chose à vous avouer, » dit-elle entre deux hoquets. « Krasniki, je l'ai revu. » Le sang d'Armand se glaça. Quand, il y a 5 ans, il est venu ici, il a sonné à la porte. Au début, je ne l'ai pas reconnu. Il avait vieilli, sa barbe était devenue grise, mais ses yeux,
Ses yeux n'avaient pas changé. Ils étaient toujours remplis de cette rage froide. Qu'est-ce qu'il voulait? Vous voir souffrir, colonel. Il avait découvert qu'Élise était toujours vivante. Je ne sais pas comment. Il voulait que je la lui livre. Que je vous prévienne pour que vous assistiez à ce qu'il comptait lui faire. Élise porta une main à sa gorge, horrifiée. Et vous avez refusé. Évidemment, je lui ai dit qu'il devrait me tuer avant que je ne touche à un cheveu d'Élise. Mais il a ri. Il m'a dit que ce n'était pas pressé, qu'il attendrait, que la vengeance était un plat qui se mange froid. Il a menacé de revenir. Il m'a dit qu'il reviendrait quand je ne serais plus là pour la protéger, qu'il prendrait son temps, qu'il vous ferait souffrir lentement. Tous les deux. Armand se leva d'un bond, arpentant la petite pièce comme un fauve en cage. Pourquoi ne m'avez-vous rien dit? Bon sang, nous aurions pu le faire arrêter. Avec quelle preuve? Un vieil homme qui sonne chez une dame âgée, et puis... J'étais terrorisée. J'ai préféré me dire qu'il bluffait, qu'il finirait par abandonner. Mais maintenant que vous allez, maintenant que je vais mourir, oui, il n'y aura plus d'obstacle entre lui et vous. Le poids de cette révélation s'abattit sur la petite famille. Krasniki n'était pas un fantôme du passé, mais une menace bien réelle, patiente, qui attendait son heure. Il faut prévenir la police, dit Armand, immédiatement. Non, intervint Élise d'une voix ferme. Pas encore. Comment ça? Pas encore. Regarde grand-mère. Papa, elle nous a tout dit. Elle s'est libérée de ses secrets. Pour la première fois depuis des semaines. Elle semble en paix. Je ne veux pas que ces derniers moments soient gâchés par l'arrivée de policiers, d'enquêteurs, par tout ce remue-ménage. Mais Élise, cet homme a attendu 5 ans. Il peut attendre encore quelques jours. Madeleine sourit faiblement. Ma petite fille si sage. Tu as raison, que les morts enterrent les morts. Vivez d'abord, vous vous battrez après. Elle ferma les yeux, soudain épuisée par ses confessions. Il y a une dernière chose dans ma table de chevet. Une enveloppe avec vos noms. Prenez-la quand je ne serai plus là. Cette nuit-là, Élise et Armand veillèrent ensemble au chevet de Madeleine. Ils parlèrent peu. Chacun perdu dans ses pensées. Mais il y avait entre eux une complicité nouvelle, forgée dans l'épreuve et la compréhension mutuelle. Papa, oui ma chérie. Quoi qu'il arrive avec cet homme, avec cette histoire, je veux que tu saches que je suis heureuse de t'avoir retrouvé. Moi aussi. Élise, moi aussi. Vers l'aube, la respiration de Madeleine se fit plus irrégulière. Elle ouvrit une dernière fois les yeux, regarda ses 2 enfants, avec un sourire paisible. « Mes amours », murmura-t-elle, « prenez soin l'un de l'autre. » Et sur ces mots, elle s'endormit pour toujours, laissant derrière elle une famille réconciliée mais menacée, unie dans l'amour et l'appréhension de ce qui les attendait. Madeleine Garnier s'éteignit dans son sommeil le 18 décembre 2022, par une froide matinée lyonnaise où le givre recouvrait les vitres comme un linceul de cristal. Élise et Armand, qui avaient veillé toute la nuit, sentirent le moment exact où elle rendit son dernier souffle. Un soupir léger, presque imperceptible, comme si elle s'envolait enfin vers la paix qu'elle avait si longtemps cherchée. « Elle est partie », murmura Élise. Les larmes coulant silencieusement sur ses joues, Armand posa une main protectrice sur l'épaule de sa fille, ému par la sérénité qui émanait du visage de Madeleine. La mort l'avait apaisée, effaçant les rides de souffrance et d'inquiétude qui marquèrent ces derniers mois. Après avoir prévenu le médecin et les pompes funèbres, ils découvrirent l'enveloppe mentionnée par Madeleine, à l'intérieur. Une lettre manuscrite et un livret d'épargne au nom d'Élise, alimenté pendant 20 ans par les économies patientes de la vieille dame. « Mes chers enfants, si vous lisez ceci, c'est que j'ai enfin rejoint ma Margot. Ne pleurez pas trop longtemps. J'ai eu une belle vie grâce à vous deux, Élise. Cette épargne te permettra de réaliser tes rêves, reprendre tes études, voyager, ou simplement vivre sans soucis financiers pendant quelque temps. Armand, merci de m'avoir pardonné. Vous m'avez réconcilié avec moi-même. Maintenant, vivez, aimez-vous, et si cet homme revient, souvenez-vous que l'amour est plus fort que la haine. Toujours, votre grand-mère et belle-mère qui vous aiment. Madeleine. Les obsèques furent simples mais émouvantes. Bernard et toute l'équipe du restaurant vinrent présenter leurs condoléances, ainsi que les voisins de l'immeuble qui avaient appris à apprécier la gentillesse discrète de Madeleine, le père Dubois, qu'il avait connu du temps où elle fréquentait encore l'église, célébra une messe touchante sur le thème du pardon et de la rédemption.
au cimetière de Loyasse, alors qu'ils regardèrent le cercueil descendre en terre, Élise glissa son ourson caramel dans le trou avant qu'il ne soit refermé. « Qu'est-ce que tu fais ?» s'étonna Armand. « Je lui rends ce qui lui appartient. Il a été le témoin de notre histoire, de tous nos secrets. Il mérite de reposer avec elle. Mais c'est ton seul lien avec ton enfance. » « Non, papa, mon lien avec mon enfance. C'est toi, et mon lien avec mes 20 années de bonheur. C'est dans mon cœur. » De retour rue des Capucins, ils commencèrent à trier les affaires de Madeleine. Dans sa chambre, derrière une photo d'Élise enfant, ils découvrirent un petit carnet noir que la vieille dame avait tenu secrètement pendant des années. C'était une sorte de journal où elle consignait ses peurs, ses remords, mais aussi ses moments de bonheur avec sa petite fille adoptive. Une page, datée de 5 ans plus tôt, confirma la visite de Krasniki. Il est revenu aujourd'hui, plus vieux, mais toujours cette rage dans les yeux. Il sait qu'Élise vit toujours. Il attend que je meure pour agir. J'ai peur, mais je ne céderai jamais. Élise est ma fille, plus encore que ne l'était Margot. Je la protégerai jusqu'à mon dernier souffle. Il faut alerter la police maintenant, dit Armand en refermant le carnet. Nous avons assez d'éléments. D'accord, mais d'abord, j'aimerais visiter notre ancienne maison, celle où j'ai vécu mes 3 premières années. Armand hésita. Tu es sûr que c'est une bonne idée, avec cette menace qui plane? Justement, si cet homme veut vraiment nous retrouver, autant lui faciliter la tâche. Je préfère l'affronter dans un lieu qui a du sens, plutôt que de passer ma vie à regarder derrière mon épaule. Le lendemain, ils se rendirent à Caluire et Cuire. La maison familiale était exactement comme dans les souvenirs d'Armand. Façade en pierre dorée, jardin fleuri même en hiver grâce aux pensées que Soline plantait chaque automne, les nouveaux propriétaires, un couple de retraités, les accueillirent chaleureusement quand Armand expliqua qu'il avait vécu là avec sa famille. « Votre femme avait un don pour le jardinage », dit Madame Perrin en montrant les massifs. « Nous avons gardé tous ces aménagements et cette balançoire que votre mari a installée pour sa petite fille. » Élise s'approcha de la balançoire, ses mains caressant les cordes usées. Soudain, des images lui revinrent, elle se balançant en riant aux éclats. Soline la poussant en chantant, Armand qui la rattrapait au vol pour la faire tournoyer. « Je me souviens », murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Je me souviens de maman qui me poussait si haut que j'avais l'impression de voler. Elle disait que tu étais son petit oiseau », confirma Armand. Ému, ils passèrent l'après-midi à parcourir la maison et le jardin, Armand racontant 1000 anecdotes qui ravivaient progressivement la mémoire d'Élise. Sa chambre de petite fille, transformée en bureau par les actuels propriétaires, le cerisier sous lequel elle organisait des pique-niques avec ses poupées, la cuisine où Soline lui apprenait à faire des crêpes en forme d'animaux. En fin d'après-midi, alors qu'ils s'apprêtaient à repartir, M. Perrin les interpella. « Au fait, colonel, il y a eu quelqu'un qui s'intéressait à cette maison récemment. Un homme âgé, étranger d'après son accent, il posait des questions bizarres sur l'ancienne famille qui habitait ici. » Armand et Élise échangèrent un regard alarmé. « Quand ça ?»« Il y a quelques jours, juste après les obsèques dont parlait le journal local. Il voulait savoir si vous reviendriez, si vous aviez gardé des liens avec le quartier. Je lui ai dit que ça ne le regardait pas. Vous pourriez le décrire? Grand, mince, barbu. Il avait une cicatrice au front et parlait avec un accent de l'Est. Je dirais, quelque chose dans son regard m'a mis mal à l'aise. » C'était lui. Krasniki rôdait déjà, guettant leur retour sur les lieux du drame. « Il faut partir », dit Armand, immédiatement. Mais en sortant de la propriété, ils le virent, appuyé contre une voiture garée de l'autre côté de la rue. Un homme âgé les observait, grand, barbu, une cicatrice blanchâtre barrant son front, dardant Krasniki en chair et en os. Il ne bougea pas, se contentant de les regarder avec cette intensité glaciale que Madeleine avait décrite. Puis, lentement, il porta une main à son front dans un salut moqueur et remonta dans sa voiture. « Papa !» Élise s'était rapprochée instinctivement d'Armand. « N'aie pas peur, nous ne sommes plus seuls maintenant. » Car au bout de la rue, une voiture de police banalisée attendait. Armand avait prévenu ses contacts dès le matin, et une surveillance discrète avait été mise en place. Quand Krasniki démarra, il fut immédiatement pris en filature. L'arrestation eut lieu 1 heure plus tard dans un hôtel miteux de la banlieue lyonnaise. Dans sa chambre, la police découvrit des photos d'Élise prises à son insu.
des plans de l'appartement de la rue des Capucins et un arsenal impressionnant. Couteaux, cordes, seringues. Dardan Krasniki, 68 ans, était bien le survivant du bombardement du Kosovo, hanté par la mort de sa famille. Il avait consacré sa vie à traquer Armand Bellamy et sa fille. Mais 23 ans de rage l'avaient rendu fou. Paranoïaque, lors de son interrogatoire, il délirait, parlant de justice divine et de vengeance éternelle. Il fut interné dans un hôpital psychiatrique où il mourut quelques mois plus tard, emportant avec lui le dernier fantôme du passé. Épilogue. 6 mois plus tard, le printemps avait transformé Lyon en jardin multicolore. Place Bellecour, les terrasses des cafés s'animaient de nouveau, et la fontaine brillait sous le soleil de mai. Élise, assise à la terrasse du Lys de France, où elle avait repris son travail, regardait son père arriver avec un bouquet de roses blanches, celle qu'il apportait chaque semaine pour fleurir la tombe de Madeleine. « Prête pour notre rendez-vous hebdomadaire ?» demanda-t-il en l'embrassant. « Toujours, j'ai une surprise pour toi aujourd'hui. » « Ah oui ?» Elle sortit de son sac une enveloppe officielle. « Mon inscription à l'université est acceptée. Je reprends mes études de littérature en septembre. » Le sourire d'Armand illumina son visage. « C'est merveilleux. Soline aurait été si fière. Et toi, tu es fière de ta fille. Plus que tu ne peux l'imaginer. » En se dirigeant vers le cimetière, ils passèrent devant la fontaine où tout avait commencé. Élise s'arrêta un instant, pensive. « Tu sais ce qui me frappe le plus dans toute cette histoire ? Quoi donc ? Que malgré la violence, le mensonge, la manipulation, l'amour a fini par triompher. L'amour de Madeleine pour moi, ton amour pour Isaline, et maintenant notre amour de père et fille retrouvés. » Armand passa un bras protecteur autour des épaules de sa fille. « Ta grand-mère avait raison, au final. L'amour est toujours plus fort que la haine. » Et tandis qu'ils s'éloignaient vers leur pèlerinage hebdomadaire, la place Bellecour résonnait de nouveau de rires d'enfants et de conversations joyeuses. La vie avait repris ses droits, et avec elle, l'espoir d'un avenir enfin apaisé.